14h03, oui, on peut commencer. Donc bonjour, je suis Cécile Mesguer, la directrice de l'ODADVAR. Donc je prends juste la parole quelques courts instants pour vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire spécial commune rurale. Alors pourquoi un webinaire sur les communes rurales? Bon, alors on a effectivement réalisé une publication sur le sujet qui est parue en novembre 2021, je crois, qui est en ligne sur le site de l'agence. À un moment où effectivement on faisait le constat tous ensemble à l'agence que finalement, comme beaucoup d'agences d'urbanisme, on a peut-être trop, entre guillemets, tendance à investir le fait urbain par rapport au fait rural. Et effectivement, en nombre de population, Christophe va bien en poids de population, Christophe va bien le décrire, on est plutôt un département urbain. Néanmoins, effectivement, on a énormément de petites communes, de communes rurales, désignées comme telles par l'INSEE. Et là aussi, on parlera des critères de définition pour l'INSEE de la ruralité, qui ont évolué récemment d'ailleurs. Donc, ça nous semblait important qu'on investisse ce sujet de la ruralité dans le Var, avec peut-être, à partir d'aujourd'hui, finalement, l'acte 1 d'un cycle d'échange et de travail sur ce sujet-là. Donc, cette volonté d'équilibrer nos approches entre fait rural et fait urbain. La question du vieillissement de la population également, qui est un sujet qu'on investit beaucoup en ce moment. D'ailleurs, on a organisé une matinale que certains d'entre vous ont suivi, je crois, sur les enjeux sociétaux et économiques du vieillissement de la population dans le Var. Donc, c'est important pour nous aussi de voir comment ce phénomène du vieillissement se déploie, comment il touche en fait nos communes rurales. Est-ce que, in fine, à la fin, le vieillissement sera plus fort, moins fort dans les communes rurales que dans les communes urbaines? Et puis, dernier motif aussi intéressant pour investir cette question de la ruralité, c'est tout le discours ambiant sur l'exode urbain, le soi-disant exode urbain, qui commence à être clairement objectivé maintenant, et on en parlera aussi sûrement pendant le webinaire. On peut effectivement parler peut-être de fuite urbaine pour certaines catégories de population, mais de là à parler d'exode urbain, le terme est peut-être un petit peu exagéré. En tous les cas, effectivement, ça aussi, ce sujet-là, de la manière dont les évolutions démographiques se modifient ou pas dans les communes rurales, à l'aune de nouveaux comportements de résidentiel ou de migration résidentielle. Voilà, donc quatre motifs importants pour investir ce sujet de la ruralité. Je vais laisser Christophe prendre la parole. Je crois que la conférence est enregistrée et de toute façon, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de l'agence une fois qu'elle sera organisée à la fin du séminaire. Bon webinaire. Merci. Donc, je suis Christophe Zepfel, je suis chargé d'études à l'agence d'urbanisme de l'Aire toulonnaise et du Var, et je travaille principalement sur les questions démographiques et sociales. Donc, on va passer un peu moins d'une heure ensemble. Je vais faire une présentation qui va durer une quarantaine de minutes, ce qui nous laissera un peu de temps par la suite pour soit pour recueillir vos questions, vos réactions, etc. Vous pourrez échanger sur le thème du jour. Donc vous pouvez, je vous demanderai d'attendre, s'il vous plaît, ce moment-là, à la fin de la présentation, pour poser vos questions à l'oral si vous le souhaitez. Ou sinon, si vous souhaitez poser vos questions ou réagir pendant la présentation, vous avez la possibilité de le faire via le chat de Microsoft Teams, qui doit s'afficher sur votre écran, sur une petite bulle de texte qui apparaît en haut de votre écran. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la question des communes rurales dans le Var. Donc nous, on a réalisé une étude en fin d'année dernière à partir de la nouvelle définition qui a été donnée par l'INSEE un peu plus tôt dans l'année 2021. Pour cette étude, on s'est essentiellement basé sur les chiffres 2018 du recensement de la population. C'est le millésime le plus récent qui est disponible actuellement.
C'est une étude qui est essentiellement quantitative, c'est-à-dire qu'on a voulu partir de cette définition et voir ce que ça représente en termes de population, de mode de vie, de logement, etc. Cela dit, comme Cécile le disait, c'est, on l'espère en tout cas, la porte d'entrée vers des travaux un peu diversifiés sur la question du rural et peut-être notamment des travaux un peu plus qualitatifs. L'étude que nous avons réalisée est disponible sur notre site www.odad.org et vous voyez là sur la diapo la première page de cette étude. Le plan de ma présentation, ça va se dérouler en 4 temps. Le premier temps, on va s'intéresser aux définitions du rural, à l'ancienne et à la nouvelle définition, aux limites aussi de cette nouvelle définition. Deuxième temps, quel est le poids du rural varois en termes de nombre d'habitants, de nombre de logements, de nombre d'emplois, etc. Troisième point, qui vit dans le rural en termes d'âge, de mode de vie, d'activité, etc. Et pour la quatrième partie, je ferai une synthèse de tout ce que j'aurais dit et j'essaierai de dégager quelques enjeux propres au rural. Donc la première partie, comment définit-on le rural? Donc, jusqu'en 2021, était considéré par l'INSEE comme rural tout ce qui n'était pas urbain. C'est-à-dire qu'on définissait en fait les communes urbaines et par défaut, ce qui ne rentrait pas dans les communes urbaines, on considérait ça comme des communes rurales. C'était une définition en creux, une définition par défaut, et ça a valu quand même pas mal de critiques à l'INSEE, qui donc a pris l'initiative il y a quelques années de travailler sur une nouvelle définition. Cette nouvelle définition, elle a été diffusée au printemps 2021. Elle est le fruit de la mobilisation d'un groupe de travail qui associe des acteurs d'horizons très divers. On a des statisticiens, des élus, des universitaires, etc. Le choix que ce groupe de travail a fait, c'est de se référer à la grille communale de densité pour avoir une définition qui ne soit plus par défaut ou en creux, mais vraiment une définition complémentaire de l'urbain et du rural. Cette grille communale de densité, à quoi ça ressemble? Donc, l'approche habituelle de la densité pour une commune, c'est qu'on divise le nombre d'habitants par la superficie de la commune. Donc, on se retrouve avec, par exemple, 500 habitants au kilomètre carré. Néanmoins, dans certains cas, on peut avoir des situations un peu problématiques. Par exemple, est-ce que vous saviez que la commune d'Hyères est 3 fois moins dense que Saint-Mandrier ou La Farlène? Ça paraît pas forcément intuitif. Hyères, c'est la 3e commune la plus peuplée du Var, et pourtant, elle est nettement moins dense que des communes beaucoup plus petites en termes de nombre d'habitants. La réalité, c'est que Hyères, c'est une commune qui est très étendue, où on a beaucoup d'espaces qui sont inhabités, et donc du coup, quand on ramène la population de la commune à cette superficie assez importante, on se retrouve avec une densité qui est relativement faible. La grille communale de densité, ça a été imaginé pour répondre à ce problème. C'est-à-dire qu'on divise la commune en des carreaux d'1 kilomètre de côté. On regarde ce qui se passe dans ces carreaux, on voit si c'est habité, pas habité, à quel point c'est habité, et ça permet d'isoler des zones agglomérées. Et à partir de la proportion de la population communale qui vit dans ces zones agglomérées, et à partir de la densité de ces zones agglomérées, on établit une typologie et on arrive non pas à un nombre d'habitants au kilomètre carré ou à l'hectare, mais à une catégorie de communes. Donc on a 4 types de communes. Les communes densément peuplées, les communes de densité intermédiaire, les communes peu denses et les communes très peu denses. Le groupe de travail dont je vous parlais avant a décidé que les communes rurales correspondraient aux communes peu denses et très peu denses. Donc les communes urbaines correspondent aux communes densément peuplées et aux communes de densité intermédiaire. Voilà pour la grille communale de densité. Donc là, ça nous donne déjà des communes rurales et des communes urbaines. On va voir ce changement de définition, ce qu'il implique en termes de géographie de la ruralité dans le Var. Donc ça, c'est la carte pour 2010, donc avec l'ancienne définition de l'INSEE. Et ça, c'est la carte pour 2021. Donc on le voit très clairement, beaucoup plus de communes rurales selon la nouvelle définition que selon l'ancienne. On est passé de 108 à 103 communes rurales, et on voit sur la carte de 2021 que les communes identifiées comme urbaines, elles sont surtout concentrées dans l'aire toulonnaise, autour de Brignoles, autour de Draguignan et autour de Fréjus, bref, autour des principales villes, des principales grandes villes du Var. Donc là, on a le rural et l'urbain d'un côté. Bon, c'est un peu brut de décoffrage, ça manque un peu de distinction. Donc l'INSEE a décidé de travailler un peu sur des nuances
en termes de ruralité. Et pour créer des distinctions entre ces différentes communes rurales, on est reparti de la grille communale de densité. Vous vous souvenez, il y a les communes peu denses d'un côté et les communes très peu denses de l'autre. Ça crée une première nuance entre les différentes communes rurales. Et l'INSEE a également décidé d'utiliser ce qu'on appelle le zonage en aire d'attraction des villes. Le zonage en aire d'attraction des villes, pour le décrire de façon un peu basique, il répond à une question. Est-ce que la commune est située dans la zone d'influence d'un pôle, c'est-à-dire est-ce qu'au quotidien, la commune voit une part importante de ses actifs occupés, de ses travailleurs, aller travailler dans une grande ville et ses alentours? Ce qu'on appelle donc un pôle. À partir de là, il a été décidé que si une commune envoyait 15% ou plus de ses actifs occupés travailler dans une grande ville ou dans ses alentours, on la considérerait comme une commune sous influence d'un pôle. Donc, ça nous donne 4 types de communes rurales. Les communes peu denses ou très peu denses sous forte influence d'un pôle. Là, c'est les communes qui envoient 30% ou plus de leurs actifs occupés travailler dans un pôle d'emploi. Les communes peu denses ou très peu denses sous faible influence d'un pôle. Là, la proportion elle est entre 15 et 30% des actifs occupés qui vont travailler au quotidien dans un pôle. Donc ça, les communes sous influence d'un pôle, l'INSEE les appelle les communes rurales périurbaines. C'est ce que je vais utiliser comme dénomination aujourd'hui, communes rurales périurbaines ou communes rurales sous influence d'un pôle. Et de l'autre côté, on a les communes peu denses hors d'influence d'un pôle et les communes très peu denses hors d'influence d'un pôle. Celles-ci, on les appellera les communes rurales autonomes. Voilà pour ces 4 catégories. Je vais utiliser là les 4 catégories de communes rurales sur la carte qui va suivre. Par la suite, je regrouperai les communes rurales périurbaines entre elles et les communes rurales autonomes entre elles pour ne pas surcharger d'informations les graphiques notamment. En tout cas, quand on utilise ces 4 catégories, plus la catégorie des communes urbaines, on obtient cette carte-là pour le Var. Donc, en vert relativement clair, vert kaki, on a les communes sous influence d'un pôle, les communes périurbaines. On voit qu'elles se concentrent surtout dans l'ouest du département, à proximité de la métropole Aix-Marseille et au nord de la métropole toulonnaise. Elles se concentrent également autour de Draguignan et autour de Fréjus. En vert un peu plus foncé, on a les communes rurales autonomes. Les communes rurales autonomes très peu denses sont clairement concentrées au nord du département, dans le Verdon essentiellement. Et on voit que pour les communes rurales autonomes peu denses, c'est un peu plus dispersé sur le territoire. Elles sont aussi surreprésentées dans le nord du département, mais c'est un peu plus dispersé. Et ce qu'on remarque en particulier, c'est qu'on a une partie du golfe de Saint-Tropez qui appartient à cette catégorie des communes rurales autonomes peu denses. Ça peut paraître relativement contre-intuitif et ça nous amène à parler des limites de cette nouvelle définition du rural. Donc, on l'a vu, une grande partie du golfe de Saint-Tropez se trouve dans le rural autonome peu dense. Le problème, si vous voulez, c'est que la densité, même dans la grille communale de densité, elle est calculée par rapport à la population résidente à l'année, par rapport à la population dont le lieu de résidence est dans une commune rurale autonome. Pour un peu pondérer ça, il aurait pu être intéressant de prendre en compte les lits touristiques. Les lits touristiques, c'est les lits qui sont dans les résidences secondaires, dans les hôtels, dans les campings. Ça permet d'avoir une approche de la population maximale, entre guillemets, de l'endroit, et notamment la population, le chiffre de population qui peut être atteint, notamment pendant la saison estivale. Ça aurait permis un peu de corriger la densité et d'avoir quelque chose qui soit un peu plus près de la réalité. En tout cas, là, on touche à une limite de cette définition. Le chercheur en sciences sociales, Olivier Bouba-Olga, dit justement que cette nouvelle définition ne rend pas compte de la diversité des mondes ruraux. Donc, très clairement, c'est ce qu'on vient de voir. Si on avait utilisé peut-être cette dimension des lits touristiques, on aurait eu une distinction supplémentaire entre le rural touristique et le reste du rural. Et Olivier Bouba-Olga dit également que d'autres critères que les relations domicile-travail devraient être utilisés pour traduire davantage cette pluralité et approfondir l'étude des relations interterritoriales. À quelque part, ça, malheureusement, c'est l'inconvénient des typologies, d'autant plus quand elles sont réalisées à l'échelle nationale. Là, on a fait une typologie sur 36 000 communes, c'est vraiment énorme. Donc, par conséquent, quand on fait une typologie, il y a une perte d'information. On efface certaines nuances pour pouvoir mieux catégoriser, et
par conséquent, on perd certaines caractéristiques et on se retrouve avec l'émergence de cas un peu particuliers, tels qu'on l'a vu ici pour le golfe de Saint-Tropez. Il y a aussi une nécessité à quelque part de faire que la méthodologie soit relativement simple pour que le public puisse s'approprier les résultats, mais cette simplification de la méthodologie, elle fait aussi émerger des cas particuliers. J'ai parlé ici du golfe de Saint-Tropez, j'aurais aussi pu parler du Verdon, qui est aussi un endroit relativement touristique, et on peut imaginer que dans d'autres départements, ils se retrouvent aussi confrontés à certains cas particuliers. Comme dans la plupart des cas récents de changement de définition d'un zonage d'études, il s'agit d'adopter une approche qui permette les comparaisons avec les autres pays européens. Donc là, si vous voulez, autant avant, on était dans des standards qui étaient nationaux, maintenant on est dans des standards internationaux. Donc là aussi, pour trouver des correspondances entre les territoires en France, les territoires en Belgique, les territoires en Italie, on est obligé de gommer certaines particularités, et ça fait que on se retrouve avec des cas particuliers comme on l'a vu précédemment. J'en ai fini avec cette partie méthodologique. On va rentrer maintenant dans la partie un peu plus quantitative, et on va notamment se poser cette question: quel est le poids du rural varois? Quel est le poids du rural varois? Notamment, quel est son poids démographique? Donc là, sur le graphique qui apparaît, vous avez en bleu le nombre d'habitants, en orange le nombre de communes, et en gris la superficie. Donc l'idée, c'est de regarder le poids des différents types d'espaces dans chacune de ces catégories. On a le rural autonome, donc comme type d'espace, le rural sous influence d'un pôle, l'ensemble du rural et l'ensemble de l'urbain. Premier enseignement, 103 communes varoises sont catégorisées comme rurales par l'INSEE, c'est 67% de l'ensemble. Donc il y a 2/3 des communes varoises qui sont considérées comme rurales par l'INSEE. Ces communes rurales, elles couvrent 435 km², soit là aussi 67% de la superficie totale du Var. Et donc on a 219 000 personnes qui résident dans les communes rurales du Var, soit 21% des habitants du département. Donc on en revient au titre de la diapo. Le rural varois, ce sont les 2/3 de la superficie du département, mais 1/5 de sa population. Pour mettre un peu ces chiffres en contexte, donc 219 000 personnes qui résident dans une commune rurale, 21% des habitants. Pour comparer, pour l'ensemble de la France métropolitaine, ce sont 33% des personnes qui vivent dans une commune rurale. Ça correspond quand même, c'est pas négligeable, à 22 millions d'habitants de France métropolitaine qui vivent dans une commune rurale. Donc clairement, la moyenne pour l'ensemble de la France métropolitaine est plus élevée que celle qu'on mesure dans le Var. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la proportion de personnes qui vivent dans une commune rurale est de 15%. Important à savoir, hors Île-de-France, seules les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Nord et le Rhône présentent des proportions de résidents du rural plus faibles que celles du Var. Ça nous permet de conclure, comme le disait Cécile en introduction, que le Var est un département à nette dominante urbaine. Clairement, il fait partie des départements de France métropolitaine où la proportion de personnes vivant dans une commune urbaine est parmi les plus fortes. Donc là, on s'est intéressé au poids démographique du rural varois à un instant T, en l'occurrence à l'année 2018. Maintenant, on va s'intéresser à la façon dont ça a évolué, et la façon dont ça a évolué entre 1968 et 2018. Pour faire ça, on a fait ce qu'on appelle une base 100. C'est-à-dire, on a regardé pour nos différents types d'espaces combien on avait d'habitants en 1968 et combien on en a en 2018. Ça nous permet de dire, voilà, pour 100 habitants en 1968, on en compte X en 2018. Et la première information, c'est que la population du rural varois a été multipliée par 2,8 en 50 ans. C'est-à-dire que pour 100 habitants en 1968, dans les communes rurales, enfin aujourd'hui identifiées comme rurales, on en compte 280 en 2018. À titre de comparaison, pour les communes urbaines, pour 100 habitants en 1968, on en compte 178 en 2018. Donc, clairement, un poids démographique du rural varois qui est en nette hausse et qui a fortement augmenté au cours des 50 dernières années. La croissance démographique, elle est particulièrement marquée pour le rural sous influence d'un pôle, qu'on appelle également rural périurbain, puisque là, pour 100 habitants en 1968, on en compte 369
en 2018. Donc on a une population qui a été presque multipliée par 4 dans ces territoires-là. Les communes aujourd'hui identifiées comme rurales concentrent 21% de la population varoise, ça je vous l'ai déjà dit. Elles en concentraient 14% en 1968. Donc il y a une hausse qui est quand même assez nette. Et surtout, pour le rural périurbain, on est passé de 6% de la population varoise à 12%. Donc un poids démographique du rural varois en nette hausse. Maintenant, pour ce qui est du poids du rural en termes de logement, donc là, sur le graphique qui apparaît, en bleu, vous avez les résidences principales, en orange, vous avez les résidences secondaires, et en gris, l'ensemble des logements. Donc, ce qu'on voit quand on regarde le total du rural, c'est qu'on a 22% de l'ensemble des logements du Var dans l'espace rural. A priori, c'est un chiffre qui paraît relativement, enfin assez peu étonnant, vu qu'on a 21% de la population qui vit dans le rural. Donc bon, ça colle plus ou moins. Ce qu'on peut dire quand même sur la situation en termes de poids du logement, c'est qu'on a une légère surreprésentation des résidences secondaires. Les communes rurales concentrent 28% des résidences secondaires, alors qu'elles ne concentrent que, entre guillemets, 19% des résidences principales. Des résidences principales, c'est les résidences qui sont occupées à l'année. Cette surreprésentation des résidences secondaires, elle est particulièrement marquée dans le rural autonome. On a 18% des résidences secondaires qui sont concentrées dans le rural, contre 8% des résidences principales. Voilà pour ce qui est du poids en termes de logement. Maintenant, on va s'intéresser au poids des emplois, notamment. Là, sur ce graphique, vous avez les emplois en bleu et les actifs occupés en orange. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a 15% des emplois du Var qui sont implantés dans les communes rurales. Bon, là aussi, ça paraît relativement bas. C'est plus bas que la proportion d'actifs occupés, puisqu'elle est de 21%. 21% des actifs occupés varois vivent dans une commune rurale. Mais à quelque part, ce n'est pas vraiment étonnant. On sait que les emplois, de manière générale, restent relativement concentrés dans les espaces urbains. Donc la proportion d'emplois dans le rural est plus faible que la proportion d'actifs occupés. L'écart est particulièrement marqué dans les communes rurales sous influence d'un pôle, ce qui répond au final à une certaine logique, vu que précisément, ces espaces-là sont définis par rapport à leur propension à envoyer une part importante de leurs actifs occupés travailler dans les centres urbains qui se situent à proximité. Donc, à quelque part, là, c'est un peu un raisonnement tautologique qu'on fait. Pour illustrer ce rapport entre emploi et actifs occupés dans les différents types d'espaces, on a 48 emplois pour 100 actifs occupés dans le rural sous influence d'un pôle, 88 emplois pour 100 actifs occupés dans le rural autonome et 99 emplois pour 100 actifs occupés en milieu urbain. Donc, les communes urbaines restent des lieux de concentration d'emplois, en tout cas dans le Var. Voilà pour cette partie sur le poids des communes rurales dans le Var. On va maintenant s'intéresser à qui vit dans le rural varois. Mais préalable important avant de s'intéresser à qui vit dans le rural, on va s'intéresser à comment on vit dans le rural. Alors comment on vit, c'est un peu prétentieux de le présenter comme ça, puisqu'au final, on va surtout s'intéresser aux conditions de logement. Là, sur le graphique, vous avez un croisement entre le type de logement occupé, c'est-à-dire appartement et maison, et le statut d'occupation. Donc, est-ce qu'on est sur une location sociale, est-ce qu'on est sur une location privée, ou est-ce qu'on est sur une propriété occupante? Alors, ce graphique, il y a un peu beaucoup d'informations dessus, donc je ne vais pas le commenter en détail, je vais plutôt essayer de sortir ce qui me paraît essentiel d'en dire. Le premier constat, c'est que les 3/4 des ménages du rural varois vivent dans une maison individuelle. À titre de comparaison, on est à 41% en milieu urbain. Donc là, je vous apprends probablement rien en vous disant ça, hein, que la maison individuelle, c'est vraiment le mode de vie, entre guillemets, privilégié dans le rural. Néanmoins, on va voir par la suite que ça a une certaine importance et que c'était assez important de mettre des chiffres là-dessus. 64% des ménages du rural vivent dans une maison dont ils sont propriétaires, contre 35% en milieu urbain. Donc, on peut en conclure que le modèle dominant de la maison individuelle en propriété occupante, c'est vraiment une caractéristique du rural, en particulier dans le Var, et que par conséquent, on se retrouve avec une faible proportion de ménages qui vivent en appartement dans les communes rurales. Le modèle dominant de la maison individuelle, il est d'autant
plus hégémonique dans le rural sous influence d'un pôle, puisque 68% des ménages qui vivent dans le rural périurbain vivent dans une maison dont ils sont propriétaires. Pour le rural autonome, on est à 58%. Intéressons-nous maintenant à la structure par âge. Donc là, sur le graphique qui s'affiche, vous avez en vert l'ensemble des communes rurales et en gris l'ensemble des communes urbaines. Et donc, vous avez le poids de chaque groupe d'âge qui constitue la population de ces deux types d'espaces. Ce qu'on identifie tout d'abord, c'est qu'on a dans le rural une proportion plus importante d'enfants et d'adolescents. On a 20% de personnes âgées de moins de 18 ans dans les communes rurales contre 19% dans les communes urbaines. Et on a un poids moindre des personnes âgées. On a 24% des personnes du rural qui sont âgées de 65 ans ou plus contre 26% dans les communes urbaines. Donc, on peut en conclure de façon un peu abrupte que les communes rurales sont plus jeunes dans l'ensemble que les communes urbaines. Néanmoins, on voit qu'il y a une nette sous-représentation des jeunes adultes dans les communes rurales. On a 9% de personnes qui sont âgées de 18 à 29 ans dans les communes rurales, contre 12% dans les communes urbaines. Ça aussi, c'est relativement logique au final. Parmi ces 18-29 ans, il y a une partie assez importante qui fait des études. Et pour faire des études, il faut se rapprocher des lieux d'enseignement supérieur. Et ces lieux d'enseignement supérieur, c'est surtout dans les communes urbaines qu'on les trouve. Pareil, le mode de vie le plus fréquent entre 18 et 29 ans, c'est la vie seule, la vie en tant que personne seule. On peut aussi avoir des couples sans enfants et des cas de colocation. Les logements qui sont adaptés à ces modes de vie, c'est plutôt dans les communes urbaines qu'on les trouve. Donc ça explique pas tout de cette différence-là, mais ce sont des pistes qui peuvent un peu expliquer cet écart qu'on mesure entre 18 et 29 ans. Maintenant, quand on s'intéresse à ce qui se passe dans le rural sous influence d'un pôle et dans le rural autonome, on voit qu'il y a un net contraste entre un rural périurbain plutôt jeune dans le contexte varois et le rural autonome où la part des seniors est très importante. Pardon. Donc, dans le rural autonome, on est à 27% de personnes âgées de 65 ans ou plus, contre 23% environ dans le rural sous influence d'un pôle. Donc, des valeurs qui sont relativement élevées pour le rural autonome. Je précise quand même, parce que c'est toujours important de le faire quand on s'intéresse aux structures par âge, 23% dans le rural sous influence d'un pôle, c'est relativement peu, une proportion relativement faible de personnes âgées dans le contexte varois, mais il faut quand même rappeler qu'au niveau national, au niveau de la France métropolitaine, on a 21% de personnes qui sont âgées de 65 ans ou plus. Donc même si c'est jeune dans le contexte varois, quand on regarde la dimension un peu de la France métropolitaine, c'est quand même au-dessus de la moyenne métropolitaine. Donc idem, pour les moins de 18 ans, la proportion est assez nettement plus forte dans le rural sous influence d'un pôle que dans le rural autonome. Intéressons-nous maintenant au type de ménage. Donc là, sur le graphique, vous avez les différents types de ménages, famille monoparentale, couple avec enfants, couple sans enfants, personne seule. Et donc, le poids de ces différents types de ménages dans les types d'espaces qui nous intéressent, rural sous influence d'un pôle, rural autonome, ensemble des communes rurales et ensemble des communes urbaines. Premier enseignement, on a 26% de couples avec enfants dans le rural, contre 22% en milieu urbain. On a également 33% de couples sans enfants dans le rural, contre 28% en milieu urbain. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que la vie en couple est plus fréquente dans le rural que dans les communes urbaines. On a également dans le rural une sous-représentation des personnes qui vivent seules. 30% des ménages sont constitués d'une personne vivant seule, contre 38% dans les communes urbaines. Quand on regarde, donc là on s'est surtout intéressé à la différence entre urbain et rural, intéressons-nous maintenant à ce qui se passe dans le rural. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une forte proportion de couples avec enfants et un faible poids des personnes seules dans le rural sous influence d'un pôle, et que c'est l'inverse pour le rural autonome. Vous avez les valeurs qui s'affichent ici. 29% des ménages du rural périurbain ou du rural sous influence d'un pôle sont des couples avec enfants, contre 22% dans le rural autonome, et 28%
des ménages sont constitués d'une personne vivant seule dans le rural sous influence d'un pôle, contre 34% dans le rural autonome. Pour illustrer un peu ça, on a calculé la taille moyenne des ménages et on voit que dans le rural sous influence d'un pôle, on a en moyenne 2,32 personnes par logement occupé, alors que la valeur pour le rural autonome est de 2,13 et la valeur pour l'ensemble des communes urbaines est de 2,08. Donc là, on voit que, à quelque part, les communes du rural autonome ont une structure par type de ménage qui se rapproche assez des communes urbaines. Intéressons-nous maintenant à la répartition des 15-64 ans par type d'activité. Donc quand je parle de type d'activité, c'est pas est-ce que vous êtes boucher charcutier, est-ce que vous êtes ingénieur ou est-ce que vous êtes garde forestier, c'est grosso modo qu'est-ce que vous faites au quotidien. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes au chômage, est-ce que vous êtes retraité, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous êtes inactif, etc. C'est cet aspect-là auquel on va s'intéresser là maintenant. Premier enseignement, 64% des 15-64 ans sont en emploi dans les communes rurales. Cette proportion, elle est de 62% en milieu urbain, donc une proportion de personnes en emploi plus élevée dans le rural. Quand on regarde le graphique, visuellement, c'est assez frappant. On a finalement assez peu de différence dans les répartitions par type d'activité. On voit que les valeurs sont relativement proches sur le graphique selon le type d'espace auquel on s'intéresse. Néanmoins, on a fait l'exercice de façon un peu différente et on a calculé parmi les personnes qui sont en âge de travailler et qui ne sont pas à la retraite et qui ne sont pas étudiantes, quelle est la proportion de personnes qui n'ont pas d'emploi. Donc la proportion de personnes sans emploi parmi les personnes non retraitées et non étudiantes. Et là, ce qui ressort, c'est qu'on a une proportion assez forte de chômeurs et d'inactifs dans le rural autonome. 26% des personnes âgées de 15 à 64 ans qui ne sont ni retraitées ni étudiantes sont sans emploi, contre 22% dans le rural sous influence d'un pôle. La valeur pour les communes urbaines, elle est la même que pour le rural autonome. Le rural autonome, elle est de 26%, sachant que, de manière générale, les communes urbaines ont tendance à concentrer un peu les chômeurs et les inactifs. Donc là, on a une valeur assez élevée pour le rural autonome, pour ce qui est du non-emploi, comme on appelle ça. Dans le prolongement, on s'est intéressé également au niveau de diplôme selon le type d'espace. Donc, 4 niveaux de diplôme, c'est des niveaux de diplôme qui sont un peu regroupés. Le diplôme post-baccalauréat, donc le diplôme de l'enseignement supérieur. Le diplôme niveau baccalauréat, le diplôme CAP-BEP et aucun diplôme. Ce qu'on voit, premier enseignement pour ce graphique, c'est que 25% des personnes du rural qui ont achevé leur scolarité sont sans diplôme. La proportion en milieu urbain, elle est de 28%, donc une proportion plus faible de personnes sans diplôme dans le rural. Néanmoins, on a une opposition marquée entre le rural autonome et le rural sous influence d'un pôle. On a une plus forte proportion de non-diplômés dans le rural autonome et une plus faible proportion de diplômés du supérieur dans le rural autonome également. Donc, a priori, des conditions un peu plus défavorables dans le rural autonome, enfin même assez nettement plus défavorables dans le rural autonome que dans le rural sous influence d'un pôle. Cette opposition entre rural autonome et rural sous influence d'un pôle, elle se traduit également dans les indicateurs de revenus. Donc, on a calculé 2 indicateurs de revenus, le niveau de vie mensuel moyen par individu et la proportion de ménages en situation de pauvreté. Ce qu'on voit, c'est que le niveau de vie mensuel moyen par individu est plus faible dans le rural autonome que dans le rural sous influence d'un pôle et que dans les communes urbaines, puisqu'on a 1 797 € contre 1 891 € et 1 841 €. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que la proportion de ménages en situation de pauvreté, elle est de 18% dans le rural autonome, contre 14% dans le rural sous influence d'un pôle et 15% dans les communes urbaines. Donc là, clairement, on a un rural autonome qui est un peu décroché en termes de fréquence des situations de pauvreté. J'en ai fini avec cette partie quantitative. Ce que j'ai souhaité pour finir cette présentation, c'est déjà de présenter une synthèse avec les chiffres principaux, mais aussi de dégager des enjeux
à partir de tout ce que je vous ai dit là. Je précise tout de suite, ces enjeux, le but, c'est pas de donner une vision négative du rural dans le Var, hein, c'est vraiment de dégager un peu des problèmes qui se posent au rural, et donc des champs peut-être qui font l'objet actuellement d'actions, qui devraient faire l'objet d'actions dans un futur proche. C'est surtout ça que j'entends par ce terme d'enjeu. Donc, déjà, pour synthétiser, le rural varois, c'est, comme on l'a dit, 219 000 personnes, soit 21% des habitants du département, les 2 tiers des communes, les 2 tiers également de la superficie du département, 22% des logements et 15% des emplois. Mais c'est aussi, et là j'attaque la partie sur les enjeux, une explosion démographique entre 1968 et 2018, avec une population qui a été multipliée par 2,8. Et en particulier, donc on l'a vu, elle a été multipliée par 3,7 dans le rural périurbain. Le rural, c'est aussi le règne de la maison individuelle. On a vu que la vie en maison individuelle est très largement majoritaire dans le rural. Par conséquent, sur les 50 dernières années, c'est un fort peuplement et une consommation importante d'espace dans des territoires auparavant assez peu habités. Donc ça a différentes implications. Ça a des implications sociologiques, hein, parce qu'on peut se poser la question, les gens qui étaient là sur place, comment ils ont vécu le fait que tout d'un coup, il y ait plein de gens qui viennent s'installer sur le territoire où ils vivaient, comment ça s'est passé, comment la rencontre, entre guillemets, s'est faite. Mais on peut se poser aussi des questions un peu plus terre à terre, je dirais. Ce fort peuplement, cette forte consommation d'espace, elle a eu des implications en termes d'étalement urbain, c'est-à-dire que les espaces urbains restent des lieux de concentration de l'emploi, et par conséquent, on a beaucoup de personnes qui font la navette entre les communes rurales et les communes urbaines où se trouvent les emplois. Les trajets domicile-travail sont multipliés, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus longs, avec tout ce qui est en toile de fond, tout ce qui est hausse du prix de l'essence, etc., multimotorisation des ménages. Et ce que ça implique, donc, c'est bien évidemment plus d'émissions de gaz d'échappement, une saturation par moment du réseau routier, etc. Ça, si vous vivez dans le rural, c'est peut-être des choses que vous expérimentez au quotidien, et peut-être des choses que vous avez vues s'accroître d'une certaine façon au cours de la période, au cours des dernières décennies. Néanmoins, sur la période 2013-2019, on a un certain rééquilibrage de la croissance démographique. Entre 2008 et 2013, par exemple, il y avait autant d'habitants, là je parle vraiment en valeur absolue, hein, en effectif, autant d'habitants qui allaient s'installer dans le rural que d'habitants qui allaient s'installer dans l'urbain. Alors que je vous rappelle, l'urbain c'est 4/5 de la population varoise, alors que le rural c'est 1/5 seulement. Donc il y avait un certain déséquilibre. Sur la période la plus récente, 2013-2019, on est de retour à un certain équilibre de la croissance démographique dans le Var, c'est-à-dire qu'il y a 4/5 de la croissance démographique qui se concentre en milieu urbain et 1/5 en milieu rural. Néanmoins, là, à quelque part, je vous parle un peu de l'ancien monde, parce que la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019 ? Depuis 2019, bien évidemment, il y a eu l'épisode pandémique qui a démarré, et la question, c'est qu'on peut se poser et qu'on va se poser dans une des diapos suivantes, c'est à quel point ça a rebattu les cartes et est-ce qu'on a déjà des éléments justement pour voir ce qui s'est passé depuis l'apparition du Covid. L'enjeu qui se pose sur le rural, c'est l'enjeu du vieillissement. Alors j'ai appelé ça rural autonome et papy boom. Alors c'est le terme un peu consacré, hein, papy boom. Je m'excuse auprès des femmes, c'est un peu sexiste comme terme, parce qu'en plus, en l'occurrence, c'est surtout le mammy boom, parce que vous savez que les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes, donc généralement, aux âges les plus avancés, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais voilà, le terme consacré, c'est papy boom. Donc actuellement, on a 3% de personnes âgées de 85 ans ou plus dans le rural. C'est ce qu'on appelle le 4e âge. La proportion, elle est de 4% en milieu urbain. Pourquoi j'utilise cette tranche d'âge des 85 ans ou plus? C'est parce que dans une génération, c'est à partir de 85 ans que la proportion de personnes en perte d'autonomie devient réellement forte et qu'elle commence à augmenter vraiment de façon quasi exponentielle. Donc là, pour l'instant, la proportion de 85 ans ou plus dans le rural, elle est relativement faible. Néanmoins,
d'ici 2030, on attend une forte accélération du vieillissement avec l'arrivée des premières générations du baby-boom dans la tranche d'âge 85 ans ou plus. Les premières générations du baby-boom, c'est celles qui sont nées après la Seconde Guerre mondiale, donc 2030, c'est le moment où elles entrent dans ce 4e âge. On a vu que dans le rural autonome, on a un fort potentiel de vieillissement. Pour l'instant, on a beaucoup de 65-84 ans, mais ces gens-là, au fur et à mesure que les années vont passer, ils vont basculer dans la tranche d'âge, enfin pour ceux qui arriveront, ils vont basculer dans la tranche d'âge 85 ans ou plus. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quid des nombreuses personnes qui vont perdre en autonomie dans des territoires éloignés. Alors, j'aurais dû mettre des guillemets à éloigner, je m'en excuse, c'est un peu péjoratif comme terme. Dans des territoires également où les grands logements sont la norme. Les grands logements, par définition, c'est plus difficile à entretenir, en particulier quand vous êtes une personne âgée et en particulier quand vous êtes une personne en perte d'autonomie. Donc ça, c'est un grand enjeu pour le rural dans les années à venir. Ce n'est pas propre au rural varois, ça se pose au rural breton également, ça se pose dans le Massif central. C'est vraiment un grand enjeu pour le rural français dans les années à venir. C'est qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens-là pour qu'ils puissent vieillir du mieux possible. Et autant que faire se peut, bien évidemment, ne pas être confronté à une perte d'autonomie qui soit trop brutale et qui soit trop difficile à vivre. Autre enjeu, rural autonome et pauvreté. Donc je vous l'ai dit avant, on a 18% de ménages en situation de pauvreté dans le rural autonome. Là aussi, il y a la question de l'éloignement qui se pose. L'éloignement des lieux de concentration d'emploi. On a vu que les emplois sont concentrés en ville. Pour aller du rural autonome aux communes urbaines, il y a des distances assez importantes à parcourir. Ça a un coût d'autant plus important quand on est en situation de pauvreté, bien évidemment. Mais il y a aussi l'éloignement des administrations et l'éloignement des possibilités d'aide qui sont également concentrées dans les communes urbaines. Tout ça, c'est illustré par le non-recours plus important aux prestations sociales qu'on mesure dans le rural. Donc ça, c'est un peu un argument tarte à la crème que je vous avance ici. Ça fait 20 ans que des travaux sur ces questions-là sont réalisés, et 20 ans qu'on dit la même chose. Dans le rural, il y a une proportion importante de personnes qui pourraient bénéficier du RSA, mais qui n'en bénéficient pas. Peu importe les raisons, hein, est-ce que c'est par peur de stigmatisation? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas accès à l'information? Est-ce que c'est parce qu'elles sont trop éloignées des lieux où elles pourraient réaliser les démarches nécessaires? Bon, en tout cas, le fait est qu'il y a un non-recours qui est plus important aux prestations rurales, aux prestations sociales, dans le rural. Un autre symbole de la pauvreté dans le rural autonome, c'est la fréquence importante des situations de précarité énergétique liées au logement. Dans le rural autonome, 19% des ménages sont en situation de précarité énergétique selon les chiffres de l'Observatoire national de la précarité énergétique. C'est-à-dire que 19% des ménages n'ont pas les moyens de chauffer suffisamment leur logement pour vivre dans une situation confortable. La proportion, elle est de 13% dans le rural sous influence d'un pôle et de 11% dans les espaces urbains. Donc dans le rural autonome, on a un peu une addition de facteurs défavorables. On a essentiellement des grands logements, des logements anciens également, et la pauvreté qui se rajoute à tout ça, qui fait que, enfin la pauvreté bien évidemment, on ne parle pas d'une pauvreté généralisée, hein, mais la pauvreté des ménages en situation de précarité, qui fait que on a d'autant plus de difficultés à chauffer ces logements qui sont d'une taille relativement importante et qui sont difficiles à chauffer du fait de leur âge. Voilà pour les enjeux. Pour finir, je termine un peu sur une ouverture avec ce titre un brin provocateur. La question qu'on va se poser ici, c'est depuis le début de la pandémie, est-ce que le rural est pris d'assaut ? Donc, vous avez probablement lu comme moi dans Var Matin ou entendu à la radio ou vu à la télé des portraits de ménages urbains qui quittaient les grandes villes, les grandes métropoles françaises pour aller s'installer à la campagne, et notamment dans la campagne varoise. Il y a une grande médiatisation de ces cas et de ménages qui quittent la ville pour s'installer à la campagne suite à la pandémie ou au premier confinement. Et cette médiatisation, en fait, a fait qu'on s'est posé la question,
enfin, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais en tout cas, moi, je me la suis posée. Est-ce que c'est pas un peu monté en épingle par les médias, ou est-ce que réellement, on est en train d'assister à un phénomène d'une certaine ampleur? Aujourd'hui, justement, on a les premières possibilités d'objectiver l'ampleur de ce qui s'est passé depuis la pandémie et l'ampleur de ces mouvements migratoires de la ville vers le rural. L'un des premiers exemples d'objectivation de l'ampleur de ce phénomène-là, c'est l'étude qu'a réalisée Olivier Bouba-Olga, dont je vous parlais un peu plus tôt, à partir des effectifs scolaires. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé la façon dont évoluaient les effectifs scolaires avant 2020. Il regardait selon les écoles, selon que les écoles se situent dans le rural, dans l'urbain, dans une communauté d'agglomération, dans une communauté de communes ou dans une métropole. Il regardait comment ça évoluait avant la pandémie et comment ça évoluait depuis. Et ce qu'on voit, d'après son étude, c'est que avant la pandémie, on avait une hausse des effectifs scolaires dans les métropoles, une légère diminution dans le rural. Et depuis la pandémie, on a un peu un inversement de la situation, c'est-à-dire qu'on a une légère hausse dans le rural et une diminution dans les métropoles. Cela dit, la principale conclusion de ce travail-là, et d'autres travaux qui ont été menés sur ces questions-là, c'est que le terme d'exode urbain est fortement à nuancer. On ne peut pas parler d'exode urbain. Il y a eu un certain renversement de tendance dans les migrations résidentielles, mais clairement, ce n'est pas suffisamment massif pour qu'on puisse parler d'exode urbain. Nous, à l'Agence d'urbanisme de l'Aire toulonnaise et du Var, ces questions-là de migration résidentielle depuis le début de l'épisode pandémique, ça fait partie de notre programme de travail en 2022, notamment des travaux qu'on va faire conjointement avec le département. Et donc, on va essayer, au fil de l'année, de regarder un peu ce qui s'est passé dans le département, dans le Var. Olivier Bouba-Olga, lui, ce qu'il a fait, c'était vraiment pour l'ensemble de la France. Nous, on va essayer de nous focaliser sur ce qui s'est passé dans le Var depuis début 2020. Et donc, on espère bien évidemment vous tenir au fil de l'année au courant des résultats de nos travaux et échanger avec vous sur ces questions-là. J'en ai fini de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je vais recueillir vos questions que ma collègue Élodie Lemoyle a notées à partir du chat ou écouter les questions ou les réactions que vous avez, que vous souhaitez exprimer de vive voix. Merci. Merci Christophe. Alors du coup, il n'y a pas eu de questions écrites. Donc les gens vont pouvoir s'exprimer directement. Si quelqu'un veut prendre la parole. Comme l'a dit... Ah, il y a quelqu'un. Oui, bonjour Armand Rouvier, maire de Brenon. Moi, en ce qui me concerne, je tiens déjà à vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Je me reconnais assez dans la présentation telle que vous venez de la faire, notamment par rapport au dernier point que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'exode vers la ruralité. Effectivement, moi personnellement, même si je ne suis pas représentatif de la totalité de la zone rurale, on ne constate pas sur notre commune un engouement plus que ça pour notre territoire, mais ça tient aussi au fait qu'on est quand même très éloigné des agglomérations principales. Donc, oui, je partage votre analyse, à savoir qu'il faut être prudent sur ce phénomène, tout au moins dans notre région. Et autrement, sur l'ensemble de l'analyse que vous faites sur les personnes âgées, effectivement, on peut s'interroger notamment sur les personnes de plus de 85 ans. Et pour les années à venir, je pense qu'il y a un enjeu fort sur notre capacité à répondre aux besoins. Ça reste effectivement une préoccupation qui n'est peut-être pas forcément d'ailleurs propre aux zones qui sont très peu denses,
je pense que c'est globalement la problématique des zones rurales. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je précise quand même, je ne l'ai pas fait pendant la présentation, les enjeux dont je parle s'appliquent au Var, mais effectivement, c'est propre à tout le rural français finalement. Ces questions d'éloignement et pauvreté, ces questions d'éloignement et vieillissement, c'est vraiment propre à tout le rural français. C'est ça. Et vient en plus de ça s'ajouter à cette préoccupation le phénomène qui n'est pas propre aux zones rurales, hein, c'est-à-dire c'est les zones qui sont peu couvertes par les médecins. Oui, il faut savoir que sur une bonne partie du territoire de l'arrière-pays varois, on est en grande difficulté pour satisfaire aux besoins en matière de santé, malgré l'implantation de maisons médicales et malgré les efforts que font les élus pour attirer les soignants, quoi. Donc ça c'est un réel problème et ça touche, on le voit bien, même en milieu urbain, le problème est déjà prégnant. Donc c'est pas que sur ces zones-là, voilà, mais encore plus sur ces zones-là. Oui, d'autant plus, oui, effectivement. Voilà. Merci de votre réaction. Je crois que Monsieur Jambon a une question. Vous avez votre micro qui est coupé, Monsieur Jambon. Non, c'est toujours coupé. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Oui, quand on cumule en particulier les zones rurales, les problématiques de la pauvreté, de la précarité énergétique, des non-recours au RSA, du logement, du parc privé potentiellement indigne, etc. Est-ce qu'on a des statistiques ou des besoins qui émanent des élus, Armand a peut-être la réponse aussi en partie, sur les besoins, l'existant de logements sociaux adaptés pour ces petites communes? Monsieur Rouvier, si vous voulez réagir. Moi, de mon côté, alors, comme vous l'avez dit, Cécile, en introduction, c'est un champ thématique qui est relativement nouveau pour nous. Donc, j'avoue que je n'ai pas d'éléments de réponse là tout de suite à vous apporter. Ça nécessiterait peut-être un petit travail pour vous apporter des éléments quantitatifs. Mais si Monsieur Rouvier a une réaction sur la question. Alors, là, je parle pour le territoire sur auquel j'appartiens, en fait, qui est Lac et Gorge du Verdon. Donc, la communauté de communes s'est engagée récemment dans une démarche d'études préalables pour mener des actions sur le logement. Ça aboutira soit sur un programme d'intérêt général, soit sur une OPA. Donc oui, il y a des besoins en matière de logement social. On a toujours cette difficulté à intéresser les bailleurs sociaux pour produire du logement social, pour des raisons qui sont simples et connues. C'est que comme on est sur des territoires où le besoin de logement, il est certes prégnant, mais il n'est peut-être pas forcément sur des grosses quantités, il est assez difficile d'intéresser un bailleur social pour venir faire du logement, j'allais dire, sur des petites quantités, quoi. Donc il y a ça. Là-dessus vient s'ajouter aussi le problème du logement saisonnier. Donc, il y a effectivement une problématique de logement sur l'ensemble du territoire de l'arrière-pays varois. Les collectivités s'en préoccupent. Pour ce qui est de la Dracénie, qui monte aussi sur le territoire de Coms, Bargem, la Bastide et la Roque, il y a également en ce moment des actions qui sont menées. Donc, la partie qui était la plus foncée sur votre graphique, sur les territoires qui étaient considérés comme les moins peuplés, il y a effectivement une démarche qui est menée par les collectivités pour répondre à ce besoin. Oui, le problème de la conjugaison entre population précarisée et état des logements en situation de précarité énergétique, ce sont des éléments qui sont pris en compte. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu, Jean-Paul, à tes questionnements. Voilà. Merci. Et si tu as une question à poser, tu as la question à poser. Voilà.
Oui, on a aussi, bonjour, Marie-Françoise Bonaventure, commune d'Opus, conseillère municipale. D'accord. On a aussi le problème, nous, en ruralité, aux abords du Verdon, on a un problème de logement à cause des bailleurs qui font beaucoup de logements tourisme, BNB. Voilà. C'est un gros problème. D'accord. Après, au niveau des logements sociaux, il en manque aussi. Et peut-être qu'avec Petite Ville de demain et la réhabilitation des centres-bourgs, on arrivera peut-être à augmenter le potentiel d'habitation. Tout à fait. Il y a plusieurs mains qui se sont levées. MB, vous avez la parole. Je crois que c'est la personne qui vient d'intervenir. Ah, je n'arrive pas à voir le micro. On a aussi Stéphane Anselme, si vous voulez poser votre question ou réagir. Oui, bonjour. Écoutez, je suis manager de centre-ville pour Petite Ville de demain dans la Dracénie. Ce qui m'a interpellé, c'est cette histoire de zone périurbaine où, lors d'un échange avec Pivadis qui nous a fait une analyse de nos communes, je me suis aperçu que dans certaines des communes, il pouvait y avoir jusqu'à 1500 personnes qui sortaient de la commune chaque jour pour aller travailler et 350 qui venaient. Donc, ça fait à peu près 1850 voilà, personnes. Je me suis dit, bon, imaginons 0,8 de véhicules, on va dire qu'il y a 1500 véhicules chaque jour, donc qui vont faire à peu près une vingtaine de kilomètres aller-retour. Ça fait 30 000 kilomètres, ce qui est colossal. Je me suis dit qu'à l'échelle du département, au vu du CO2 et des problèmes d'écologie, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réflexion, je veux dire, sur véritablement des bus à hydrogène ou électriques, peu importe, mais de façon beaucoup plus enfin, qu'il y en ait toutes les demi-heures, hein, parce que je veux dire, pour éviter tout ce CO2, parce que c'est énorme au final, si on y réfléchit. Comme vous souleviez ça, voilà, c'était juste une réflexion. Oui, on est tout à fait d'accord. Je pense que c'est pas tenable comme situation. Effectivement, il faut réfléchir à des solutions, quoi, très clairement. Et ça, c'était une commune, hein, je parlais juste d'une commune. Donc j'imagine, si on cumule tout, si on faisait une étude là-dessus, ça pourrait être un thème. Sur les zones périurbaines, ouais, on prendrait peur de ce que ça dégage, en fait. Et des économies qu'on pourrait faire en termes de CO2 et d'environnement. Enfin, voilà, c'était juste ma réflexion. Merci. Voilà. De rien. D'autres réactions avant qu'on clôture peut-être ce webinaire? D'autres? Oui. Alors moi, c'est pas quelque chose. Moi, j'ai peur, excusez-moi, toujours. J'ai peur que les communes qui s'élargissent comme Fréjus, Draguignan, ben, finalement, après, ben, ça va faire toute une énorme agglomération, le nuit, les arcs. Et à cause de tout ce va-et-vient de personnes, justement, qui partent travailler en voiture, et ça va grossir, et ça va peut-être diminuer le monde rural qu'il y a autour de ces pôles. Oui, c'est la question d'étalement urbain. Après, bon, il y a une volonté politique quand même de lutter. Alors, elle est principalement affichée, mais il y a une volonté politique de lutter un peu contre ce phénomène-là. Là aussi, je pense qu'à un moment, on va arriver à des situations qui ne sont pas tenables, et puis on va se retrouver un peu au pied du mur, et puis on ne va pas avoir le choix de lutter avec peut-être un peu plus d'intensité contre ce genre de phénomène, oui, effectivement. J'espère qu'on n'en arrivera pas à la situation que vous décrivez. Oui, espérons. Je voulais prendre la parole. Vous m'entendez? Oui. Oui, Fabienne Bayeuil, maire de Tourtour. Donc, je voulais rajouter au débat le fait que nous avons des populations étrangères
d'autres régions qui viennent s'installer chez nous, dans le Haut-Var. Et ces populations-là, elles viennent en fait en concurrence sur l'acquisition du foncier. Oui, tout à fait. Par rapport aux populations locales et par rapport à nos jeunes. Alors, nos jeunes, eux, ils ne souhaitent pas vivre dans des cœurs de village, dans des maisons qui manquent de luminosité. Ils veulent accéder à avoir une petite maison avec un jardin, avec un garage aussi. Et c'est franchement difficile pour eux. Donc, on risque à terme d'avoir une réelle perte de notre jeunesse. Et derrière, c'est la vie active, c'est les écoles aussi qui en pâtissent. Ok, je ne sais pas si vous avez fini votre intervention, ça a coupé en quelques secondes. Oh oui, c'est bon. Ok, d'accord. Effectivement, vous faites bien de le souligner, oui, il y a cette question-là de l'attractivité des zones rurales qui fait effectivement que les prix des logements augmentent et que du coup, les populations qui sont déjà sur place se retrouvent parfois repoussées, entre guillemets, ailleurs du fait de cette concurrence, quoi, hein, comme vous le dites très bien. Ça, c'est un problème qui se pose finalement à tout le Var, hein, parce que vous avez le même genre de problème sur le littoral, avec les prix qui sont très élevés, et du coup, des ménages plus jeunes qui sont obligés d'aller habiter un peu plus loin de leur lieu de travail et de faire des va-et-vient tous les jours pour rejoindre leur lieu de travail, quoi. C'est un peu le piège de l'attractivité du département. Que Madame MB a son micro d'activer. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Bonjour. Alors, je suis Michèle Bautrini, je travaille au département du Var, je suis responsable de la sectorisation des collèges et de l'Observatoire départemental de l'habitat. Et à ce titre, je voulais dire que dans le milieu rural, on a depuis déjà plusieurs années une baisse des effectifs scolaires importante au niveau du secondaire et du primaire. Et que ça, c'est un problème majeur aussi pour la pérennité des territoires ruraux. La fermeture des classes, on le voit chaque année, hein, il y a une liste chaque année qui est publiée de fermeture de classes. Et c'est vrai que ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Et je pense que même si en effet, il faut relativiser le phénomène d'exode par rapport à la crise sanitaire qu'on vient de connaître, il faut quand même qu'on arrive à regarder un petit peu de plus près où vont ces élèves et quand ils arrivent dans des territoires ruraux, d'où ils viennent surtout. Parce qu'on se trouve parfois en déconnexion avec des élus sur les territoires qui ont le sentiment d'avoir un apport de population important. Et en fait, nous, au niveau de l'approche par les collèges et par l'afflux d'élèves, on n'a pas du tout les mêmes données. Et donc, ce travail de mettre un peu en cohérence et de mettre face à face à la fois l'aspect démographique et l'aspect démographie scolaire, ça peut être intéressant, je pense, dans le département du Var, surtout sur le post-crise sanitaire. Tout à fait. D'autres questions, témoignages? Fait à peu près le tour. On peut peut-être conclure ce webinaire en vous disant que la présentation sera donc sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver la publication sur notre site internet et puis on pourra vous envoyer également le PowerPoint si ça vous intéresse. Voilà, merci Christophe. Si tu as quelque chose à ajouter. Non, merci à tous et à toutes de votre attention. Et voilà, on va mettre les documents et puis la vidéo à votre disposition. Et on espère que ça vous a intéressé surtout. Merci beaucoup. Beau travail. Merci. Okay, merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir.